Bonjour et bienvenue tout le monde dans une nouvelle séquence de mathématiques. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur la correction de l'examen de mathématiques session normale 2019. Et donc, on va essayer de faire la correction de l'examen en entier, c'est-à-dire avec tous ces exercices. Ce n'est pas une correction par partie. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, on ne va pas lire l'énoncé en entier, donc on va essayer de lire les questions au fur et à mesure qu'on travaille sur la correction. Et je souhaite que vous ayez bien le souffle de continuer et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, on commence. On commence donc par l'exercice numéro 1. Comme vous le voyez, qui porte sur la géométrie analytique. Donc, dans l'énoncé, on nous dit, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIJK, on considère les points A, B et C en nous donnant bien sûr leurs coordonnées respectivement 1, -1, -1, 0, -2, 1 et 1, -2, 0. En première question, 1. Et en petit a, on nous dit de montrer que AB vectoriel AC est égal I plus J plus K. Alors, pour procéder à ce genre de calcul de produit vectoriel, on doit d'abord trouver les coordonnées des vecteurs en jeu, c'est-à-dire, dans notre cas, les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Alors, par définition, les coordonnées de AB, ou tout simplement l'écriture de AB, c'est, comme vous le voyez devant vous, c'est xb moins xa, fois i, plus yb moins ya fois j, plus zb moins za fois k, avec tout simplement les x, les y et les z, ce sont des coordonnées respectivement de a et b. Donc c'est égal, il suffit de remplacer les x, les y et les z par leur valeur en coordonnées respectives de a et b. Donc c'est égal, le ab est égal à 0 moins 1 fois i, plus moins 2 plus 1 fois j, plus 1 fois k, qui nous donne en conclusion AB de coordonnées -1, -1, 2. On procède de la même chose pour le vecteur AC, on trouve que AC est de coordonnées 0, -1, 1. Voilà pour la première étape dans notre calcul du produit vectoriel. Maintenant, AB vectoriel AC est égal, donc chacun avec son écriture. Moi j'ai écrit les coordonnées tout simplement -1, -1, 2, vectoriel 0, -1, 1, qui est égal en méthode du déterminant, c'est -1, 2, -1, 1 fois i, moins -1, 2, 0, 1 j, plus -1, -1, 0, -1 k. Avec des calculs, on trouve que, en conclusion, AB vectoriel AC est égal I plus J plus K. Et on écrit AB vectoriel AC, entre parenthèses, on écrit bien sûr les coordonnées de notre vecteur produit vectoriel AB vectoriel AC. On passe à la question petit b. La question B. On nous dit d'en déduire que l'équation x plus y plus z plus 1 est égale à 0. C'est une équation cartésienne du plan ABC. Très bien. Donc on va essayer de faire résoudre cette question de deux méthodes différentes. La première méthode, c'est que on va prendre un point M de coordonnées x, y et z appartenant au plan APC, et comme le vecteur AB vectoriel AC, c'est toujours un vecteur normal au plan ABC, alors quel que soit ce point M appartenant à ABC, on a toujours AM, le vecteur AM, scalaire, le vecteur AB vectoriel AC, il est égal à 0. Ça, c'est logique. Puisque AB vectoriel AC est normal le plan, donc il sera normal, bien sûr, à n'importe quel vecteur inclus dans le plan. Très bien. Donc il nous reste maintenant, tout simplement c'est facile, on remplace chacun des vecteurs par son écriture géométrique, c'est-à-dire en fonction de IJK. Alors le vecteur AM, bien sûr, c'est les coordonnées encore de M moins celles de A, respectivement liées avec la base du repère orthonormé, c'est-à-dire IJK. Donc on peut écrire c'est x moins 1, parce que les coordonnées de A c'est 1, moins 1, moins 1. Donc c'est x moins 1 fois i, plus y plus 1 fois j,
y moins 1, c'est-à-dire y plus 1. La même chose pour z moins 1, c'est z plus 1 fois k. Voilà, entre parenthèses, c'est le vecteur AM scalaire, le vecteur AB vectoriel AC. Très bien. On peut écrire de cette façon, donc qui est un peu simple, x moins 1, y plus 1, z plus 1, scalaire 1, 1, 1. Pourquoi 1, 1? Parce que c'est les coordonnées du produit vectoriel AB vectoriel AC. Donc ça nous donne maintenant le produit scalaire, ce n'est pas comme le produit vectoriel, donc il suffit de multiplier chaque donnée devant l'un des vecteurs de la base orthonormée, c'est-à-dire ce qui est devant i multiplié par ce qui est devant i de l'autre vecteur, de même pour j, de même pour k. Donc c'est x moins 1 fois 1 qui nous donne x moins 1, le y plus 1 fois 1 qui nous donne y plus 1, et le z plus 1 fois 1 qui est égal à z plus 1. Donc en total, on obtient x moins 1 plus y plus 1 plus z plus 1. Le moins 1 avec l'un des autres 1 va se simplifier, et il nous reste x plus y plus z plus 1 est égal à 0. Et en conclusion, on vient de montrer que notre équation x plus y plus z plus 1, c'est donc une équation cartésienne du plan ABC parce que on a choisi un point aléatoire quelconque, de coordonnées quelconques, et qui vient de vérifier cette équation. Donc voilà pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, maintenant, le vecteur AB vectoriel AC, comme on a dit, il est normal au plan ABC. Voilà, donc déjà, d'après l'écriture de l'équation d'un plan, on en avait déjà dit dans les vidéos précédentes que les coordonnées de ce produit normal au plan, c'est tout simplement les coefficients qui se trouvent devant le x, le y et le z de l'équation générale, l'équation cartésienne générale d'un plan x plus y plus z plus d est égal à 0. Donc déjà, on peut écrire que x fois 1, c'est-à-dire x, plus 1 fois y, y, plus 1 fois z, c'est z, plus d, un d quelconque, on doit chercher, est égal à 0, c'est déjà une équation cartésienne du plan ABC. Maintenant encore, on prend un point quelconque du plan ABC, dont on connaît les coordonnées, par exemple A. A, on est sûr qu'il appartient au plan ABC, donc il suffit de remplacer le x, y, z par les coordonnées de A pour trouver le D. Donc, on écrit, donc c'est 1 fois 1, donc c'est 1, plus 1 fois moins 1 avec le y et l'ordonnée de A, plus le 1 fois moins 1, plus D est égal à 0. Ce qui nous donne que D est égal à 1 parce que le total du 1, de tout ça, donc et les multiplications avec les moins 1, ça nous donne moins 1 plus D est égal à 0, ce qui veut dire que D est égal à 1. Donc on remplace le D par sa valeur et on trouve notre équation qu'on allait chercher, c'est x plus y plus z plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire on tombe sur la même équation avec l'autre méthode. Donc c'est très bien, j'ai fait tout ça, les deux méthodes, parce que chacun peut choisir l'une ou l'autre, donc qui lui paraît facile, et quand on comprend une méthode, on pourrait toujours s'en servir dans d'autres exercices semblables. On passe maintenant à la question numéro 2. Dans la question numéro 2, on nous donne une sphère d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 2y moins 2z plus 1 est égal à 0. On nous dit de montrer que la sphère est de centre oméga de coordonnées 2, moins 1, 1 et de rayon r est égal à racine de 5, c'est-à-dire, autrement dit, on doit montrer que les coordonnées du centre de la sphère, ce sont bien égales à 2, moins 1, 1, et que son rayon est égal à racine de 5. Alors, une autre fois, je vais répéter ce que je répéterai toujours dans les vidéos concernant les sphères. L'équation qu'on nous a donnée encore, c'est l'équation de la forme 2. Donc on va essayer de la rendre à la forme 1, c'est-à-dire qui se forme d'identité remarquable en x, y et z, et un carré à droite de l'égalité. Donc, alors, le x carré plus y carré plus z carré, moins 4x plus 2y moins 2z plus 1 est égal à 0. On va essayer encore de formuler des identités remarquables à partir de cette équation, bien de ces données qu'on a. Donc on apporte les x à côté de l'x carré, le y à côté du y carré et les z à côté du z carré. Le x carré moins 4x,
il nous manque un 4, donc on ajoute un 4 pour que ça devienne une intensité remarquable, en x moins 2 au carré. Avec le y carré plus 2y, on apporte un 1 pour que ça devienne, pour que ça va devenir y plus 1 le tout au carré. Et le z moins 2z, z carré moins 2z, on apporte encore un 1. Et en total, on a apporté 4 plus 1, c'est-à-dire 6, qu'on doit retrancher à la fin de l'écriture. Donc on obtient x carré moins 4x plus 4, plus y carré plus y moins 1, plus z carré moins 2z plus 1, moins 4 qu'on a ajouté, moins 1 qu'on a ajouté, moins 1 qu'on a ajouté est égal à 0. Ce qui nous donne en total, enfin, x moins 2 le tout au carré, plus y plus 1 le tout au carré, plus z moins 1 le tout au carré est égal à 5, ou autrement est égal à la racine de 5 au carré. Et c'est bien la fameuse formule d'une sphère, c'est-à-dire l'équation d'une sphère, qui nous donne des choses très visibles et très claires, où les coordonnées de notre centre sont bien visibles, c'est-à-dire c'est le 2, moins 1 et 1, et le carré à droite de l'égalité, bien sûr, c'est le carré de son rayon. Dans notre cas, c'est racine de 5 au carré, donc le rayon est égal à racine de 5. On vient donc de montrer que le point oméga de coordonnées 2, moins 1 n'est autre que le centre de notre sphère, et que son rayon R est égal à racine de 5. Question numéro 3. On nous demande de calculer la distance oméga ABC, c'est-à-dire la distance qui sépare le centre de la sphère S au plan ABC. Voilà. Alors, par définition, cette distance elle est donnée comme suit. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de comprendre comment on établit cette distance ou non, mais l'important c'est de vous rappeler, de bien d'apprendre par cœur cette formule. C'est-à-dire, c'est la valeur absolue de l'équation du plan, je parle d'une façon générale. Donc, la distance entre un point et un plan. Un point quelconque de coordonnées x, y, z, et un plan d'équation ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Donc, on pose l'équation de ce plan telle qu'elle est, entre la valeur absolue, c'est-à-dire en valeur absolue, sur la racine des coefficients qui se trouvent devant le x, le y et le z, c'est-à-dire a au carré plus b au carré plus c au carré. Seulement, quand on veut calculer cette distance, on remplace le x, le y et le z par les coordonnées du point auquel on veut trouver la distance. Voilà. En application numérique dans notre cas, le point c'est oméga, il est de coordonnées 2, moins 1, 1. Donc cette distance oméga ABC, ça devient 1 fois 2, c'est-à-dire le A qui est égal à 1 dans l'équation de notre plan ABC, parce que l'équation c'est x plus y plus z plus 1 est égal à 0, donc A est égal à 1. Donc c'est 1 fois 2, plus 1 devant y, c'est 1, fois moins 1, c'est-à-dire le y de oméga, plus encore le 1 devant z, fois z de oméga, c'est-à-dire 1, et plus le d qui est égal à 1. En total, on trouve, c'est la valeur absolue de 3 qui est égale à 3. Et au dénominateur, c'est la racine carrée des coefficients qui se trouvent devant le x, y et z, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire la racine de 3. C'est-à-dire finalement, la distance est égale à 3 sur racine de 3, qui est égale à racine de 3, parce que 3 c'est racine de 3 fois racine de 3, donc on simplifie par l'un des racines de 3. Donc en conclusion, notre distance est égale à racine de 3. La dernière question dans cette partie de la géométrie analytique, on nous dit d'en déduire la position de la sphère et du plan, c'est-à-dire en déduire de la question précédente comment est le positionnement de la sphère et du plan. Voilà. Donc la question de l'énoncé, ils disent on déduire que le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle gamma, et on nous dit que la détermination du centre et du rayon de gamma n'est pas demandée. Donc d'après la distance, comme on a déjà dit dans les vidéos passées de géométrie analytique, que le positionnement de la sphère par rapport à un plan dans l'espace, elle dépend de la distance qui sépare le centre de la sphère du plan c'est-à-dire avec lequel on veut déterminer le positionnement. Si dans notre cas, comme dans notre cas, la distance
est inférieur au rayon, alors on déduit que le plan coupe la sphère en un cercle dont on peut déterminer le centre et le rayon. Et c'est bien le cas parce que notre distance, on a trouvé que c'est racine de 3. Le rayon de la sphère, ça a été égal à racine de 5. Et la racine de 3, elle est bien sûr inférieure à racine de 5. Par suite, on déduit que le plan ABC coupe la sphère suivant un cercle gamma. Donc c'est bien fini pour cet exercice de la géométrie analytique. Bon, pour cette question B, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir l'une de nos vidéos précédentes sur ce chapitre. Donc on a déjà expliqué les 3 positionnements possibles d'un plan par rapport à la sphère, c'est-à-dire en fonction de la distance, s'il est égal ou bien inférieur ou bien supérieur à son rayon, et aussi comment déterminer ou bien comment calculer le rayon de ce cercle et même son centre si on vous le demande dans un exercice. Donc je vous dis, si vous aurez le temps de voir ces vidéos-là, c'est encore très intéressant. Parce que même si on ne demande pas cette fois, on pourrait le demander une autre fois. Donc c'est bien, si vous aurez un peu de temps, je vous invite de voir ça dans l'une des vidéos. Alors on passe maintenant à la deuxième partie, c'est sur les nombres complexes. Et à tout de suite. Le deuxième exercice, ça porte sur les nombres complexes. Alors, comme on a déjà dit, pour ne pas perdre beaucoup de temps dans la lecture de l'énoncé, on va essayer de le faire au fur et à mesure avec la correction des questions. Alors, petit 1, on nous dit de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 2z plus 4 est égal à 0. Alors, c'est très bien, c'est une équation du second degré à coefficient réel, donc il suffit d'utiliser la méthode du delta que vous connaissez, le discriminant. Delta, soit on utilise le delta, soit on utilise delta prime. Alors le delta, c'est général, c'est b carré moins 4ac. Donc dans notre cas, c'est moins 2, moins 4 fois 1 fois 4, c'est-à-dire c'est 4 moins 16 est égal à moins 12, donc c'est un delta négatif. Ou bien, puisque le moins 2, c'est un nombre pair, donc on peut utiliser le delta prime. Donc on écrit delta prime, c'est b prime au carré, c'est-à-dire c'est le b de l'équation divisé par 2, dans notre cas c'est moins 1 au carré, moins AC, c'est-à-dire 1 fois 4, c'est-à-dire c'est moins 1 au carré c'est 1, moins 4 est égal à moins 3, donc le delta prime aussi, il est négatif. Bien sûr, le delta prime, c'est un descendant de delta. Alors, on est tombé sur l'un des 3 cas possibles pour le delta que vous devez connaître. Soit le delta il est négatif, soit le delta est positif, soit le delta il est nul. Donc dans le cas où le delta est négatif, donc on a des racines qui sont complexes et qui dépendent bien sûr de la valeur absolue de delta prime au lieu de delta prime. Donc les racines sont z1 est égal à moins b prime plus i racine de la valeur absolue de delta prime, malgré qu'on travaille avec les complexes, malgré que le i carré est égal à moins 1, il ne faut jamais écrire un nombre négatif sous la racine carrée. Ce n'est pas des mathématiques, c'est inacceptable, même pour du jeu, hein. Attention. Alors, dans le cas où delta prime sont négatifs, alors on écrit soit moins delta prime, soit la valeur absolue de delta prime. Donc le z1, comme on a dit, est égal à moins b prime, plus i racine de delta prime sur a. Et le z2, bien sûr, c'est le conjugué de z1, c'est moins b prime, moins i racine de delta prime, en valeur absolue, bien sûr, sur a. Alors, en remplaçant le b prime par sa valeur, c'est-à-dire par le moins 1, donc moins 1, c'est 1, plus i racine de la valeur absolue de moins 3 sur 1, ça nous donne 1 plus racine de 3i. Et le z2, c'est le conjugué toujours de z1 qui est égal à 1 moins racine de 3i. Finalement, on peut écrire que l'ensemble des solutions de notre équation, c'est 1 plus racine de 3i, 1 moins racine de 3i. Et c'est très bien, vous voyez que c'est bien facile. La question numéro 2, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, donc vous pouvez remarquer qu'on n'utilise pas les i, les j, les k, donc dans les repères orthonormés pour les complexes, pour ne pas confondre
pour ne pas confondre les i avec le i du complexe. Donc on utilise souvent le u, le v ou bien un autre vecteur. On nous dit qu'on considère les points A, B, C, D d'affixes respectives. A est égal à 1 moins i racine de 3, B est égal à 2 plus 2i, C est égal à racine de 3 plus i, et D est égal à moins 2 plus 2 racine de 3. Donc D c'est un réel. En petit a, on nous dit de vérifier que a moins d est égal à moins racine de 3 fois c moins d. Donc ce sont tout simplement des petits calculs à faire. Alors on va commencer par le c moins d, c'est quoi? Le c, c'est racine de 3 plus i moins le d qui est égal à moins 2 plus 2 racine de 3, qui est égal donc à racine de 3. Le moins 2, ça devient plus 2. Le i, c'est sur le plus le i. Et donc la racine de 3 moins 2 racine de 3, c'est moins racine de 3. Donc ça nous donne moins racine de 3 plus 2 plus i. A moins d maintenant, a moins d, le a c'est 1 moins i racine de 3, encore moins le moins 2 plus 2 racine de 3 entre parenthèses, qui est égal, le 1 avec le moins 2, ça devient 3, le moins 2 racine de 3 aussi, donc c'est moins 2 racine de 3, et le moins i racine de 3, il est encore là. Donc on va essayer de chercher la formule de c moins d, donc on factorise par le moins racine de 3, donc moins racine de 3 fois moins racine de 3, ça nous donne 3, donc c'est moins racine de 3, on ouvre la parenthèse, on écrit moins racine de 3, le moins 2 racine de 3, donc on va faire un plus 2, et le moins i racine de 3, il suffit d'écrire un plus i, et on ferme la parenthèse, donc ça nous donne moins racine de 3 facteur de moins racine de 3 plus 2 plus i, qui n'est autre que ce qu'on a trouvé dans c moins d, et par suite on peut dire que a moins d est égal à moins racine de 3 fois c moins d. Donc ce sont de petites questions qu'on va essayer toujours de gagner des points dessus, parce que c'est facile quand on vous dit de vérifier, donc il faut essayer de vérifier. Donc ce n'est pas comme lorsqu'on vous dit de trouver quelque chose dont vous ne serez pas sûr si c'est bien ça ou non. Maintenant vérifiez, si vous n'arrivez pas à vérifier, donc c'est faux. Alors c'est très bien, on passe à la question B. La question B, on nous dit d'en déduire que les points A, C, D sont alignés. Alors pour ceci, il suffit de remarquer que dans la question A, on a montré que A moins D est égal à moins racine de 3, C moins D. Et le A moins D, c'est quoi? C'est tout simplement l'affixe du vecteur DA. Le C moins D, c'est aussi l'affixe du vecteur DC. Donc on vient de montrer que le vecteur DA est égal à moins racine de 3 fois le vecteur DC, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires, et puisqu'ils ont la même origine, on peut déduire que nos points A, D, C sont bien alignés, voilà. Puisque les deux vecteurs ils ont comme origine D, et on peut écrire DA sous forme de réel scalaire le vecteur DC, donc c'est ce qui explique très bien que les 3 points sont alignés. Donc on passe à la question numéro 3. La question numéro 3. On considère Z l'affixe d'un point M quelconque dans le plan des complexes et Z' l'affixe de M'. Mais cette fois-ci, le M' n'est pas un point quelconque, mais c'est plutôt l'image de M de départ. L'image de M, je dis, par la rotation de centre O et d'angle moins π sur 3. Bien sûr, vous devez savoir que une rotation est toujours caractérisée par son centre et son angle. Donc dans la question, on nous dit de vérifier que Z', c'est-à-dire l'affixe de M', est égal à 1,5 fois A fois l'affixe de M qui est égal à Z. Donc on doit montrer que Z' est égal à 1,5 A fois Z. Alors très bien, avant de commencer les calculs, je vous fais un petit rappel sur la formule de base d'une rotation quand on a affaire à des complexes. Donc devant vous, sur l'écran, vous voyez la formule. B moins oméga est égal à exponentielle du iθ facteur de A moins oméga. Le B, le oméga, le θ, le A, c'est quoi? Donc, le oméga, c'est l'affixe du centre de la rotation. Le θ, c'est son angle. Le B, c'est l'affixe de l'image. Et le A, c'est l'affixe du point de départ M. Donc ça, c'est la formule générale de la relation qu'on peut toujours considérer comme une propriété caractéristique d'une rotation dans le plan des complexes. Et dans un exercice comme celui-là, par exemple, il suffit de faire une petite application, c'est-à-dire de remplacer chaque membre de l'égalité par sa valeur particulière de l'exercice. C'est ce qu'on va faire. Alors,
Le B maintenant, c'est Z'. Le oméga, la fixe du centre de la rotation, puisque notre centre de rotation c'est O. O est le de coordonnées 0, 0, puisque le centre du repère orthonormé, donc on peut écrire que la partie gauche de l'égalité, c'est Z' moins 0. Voilà, est égal exponentielle de I θ, le θ c'est moins pi sur 3, donc est égal à exponentielle de moins I pi sur 3, facteur de A moins oméga, donc le A c'est Z, et le oméga encore une fois c'est 0. Donc notre égalité, c'est-à-dire notre formule devient Z' moins 0 est égal à Z moins 0 facteur de exponentielle de moins I pi sur 3. Alors, pour mieux faciliter les choses, encore on passe de la forme exponentielle du complexe à la forme trigonométrique. Donc on écrit que Z' moins 0 est égal à Z', elle est égale, donc la droite de l'égalité, c'est Z, le exponentiel de moins I pi sur 3, c'est égal à cosinus de moins pi sur 3 plus I sinus de moins pi sur 3. Voilà. D'autre part, pour passer à l'autre étape, on sait que la fonction cosinus est une fonction qui est paire, donc le cosinus de moins pi sur 3, c'est bien égal à cosinus de moins pi sur 3. Par contre, la fonction sinus, c'est une fonction qui est impaire, donc le sinus de moins pi sur 3 est égal à moins sinus de pi sur 3. Par suite, notre égalité devient Z, facteur de cosinus de pi sur 3, moins I, sinus de pi sur 3. Voilà. Maintenant, encore une fois, je vous rappelle du fameux tableau des valeurs usuelles, des angles usuels, le 0, le pi sur 6, le pi sur 4, le pi sur 3 et le pi sur 2. Donc chaque fois que vous avez à faire un exercice sur le complexe, il faut toujours être prêt à établir ce tableau. Donc c'est à vous, chacun, à connaître ou bien à faire une façon de pouvoir toujours se rappeler à l'établissement de ce tableau. Donc d'après le tableau des valeurs usuelles, le cosinus de pi sur 3 c'est 1/2. Et son sinus c'est la racine de 3 sur 2. Donc notre égalité devient Cz facteur de 1/2 moins I racine de 3 sur 2. Il suffit maintenant de factoriser par le 1/2 pour avoir 1/2 fois Z fois 1 moins I racine de 3. Et bien sûr, il suffit se rendre compte que le 1 moins I racine de 3, ça a été très bien la valeur de A de départ. Donc on peut écrire que notre relation devient Z' est égal à 1/2 A fois Z. Et c'est bien ce qu'on nous a demandé de chercher. La question numéro 4. Soit H l'image du point B par la rotation R, c'est-à-dire l'image du point B de départ dont on connaît la fixe, le petit h, la fixe du grand H, donc qu'on vient d'intégrer dans l'exercice, et on nous donne le point P, grand P, d'affixe petit p tel que on a l'égalité petit p est égal à A, petit a moins petit c. Voilà. On nous dit en petit a de vérifier que h est égal à ip. Donc c'est tout simplement des calculs on va entamer directement. Alors on a r de b, c'est-à-dire l'image de b par la rotation r, elle est égale à h. Ce qui est équivalent à dire que petit h, c'est-à-dire la fixe du point h, est égal à 1/2 fois a fois b, c'est-à-dire la fixe du grand B d'après la relation qu'on vient de trouver dans la question numéro 3. Voilà, on continue les calculs, donc on remplace le a et le b par leur valeur de départ. Donc petit h est égal à 1/2, facteur de 1 moins i racine de 3 c'est la valeur de a, facteur de 2 plus de i, donc la valeur de b. On factorise par le 2 pour simplifier avec le 1/2 de départ, donc h devient 1 moins i racine de 3 facteur de 1 plus i. Il suffit de développer notre factorisation, donc c'est le 1 moins i racine de 3 fois 1, plus le 1 moins i racine de 3 fois i. Voilà, donc vous voyez devant vous, donc h est égal à 1 moins i racine de 3 plus i, facteur de 1 moins i racine de 3. Maintenant, on va essayer encore de mettre le i en facteur, donc 1 est égal à moins 1, c'est-à-dire c'est moins i au carré, donc c'est moins i fois i. Donc on peut écrire que h devient ci facteur de moins i moins racine de 3, plus le i facteur de 1 moins i racine de 3, donc on ne touche pas, qui est égal. Donc le i, on va maintenant permuter les deux membres qui sont à l'intérieur de la parenthèse, donc on rapproche le 1 moins i racine de 3,
donc on le met en premier, et le moins i moins racine de 3, donc on factorise encore par le moins, donc on met ces moins, entre parenthèses, i plus racine de 3. Donc notre h devient i facteur, parenthèse, 1 moins i racine de 3, parenthèse, moins i plus racine de 3, entre parenthèses. Donc on essaie tout simplement de faire, ou bien de mettre en évidence le a et le c qu'on nous demande dans la vérification de notre égalité. Voilà. Donc le h devient égal à i facteur de a moins c. Très bien, donc parce que le a c'est tout simplement 1 moins i racine de 3 et le c c'est i plus racine de 3. Et puisque le p de départ est égal à 1 moins c, donc finalement on vient de vérifier que petit h est égal à i fois petit p. Donc c'est ce qu'on nous a demandé dans la question. La dernière question sur cet exercice des complexes, petit b, on nous dit de montrer que le triangle OHP est un triangle à la fois rectangle et isocèle en O. Alors, pour montrer que OHP est un triangle rectangle, on doit montrer que l'angle OPOH, c'est-à-dire intercepté par les deux vecteurs OPOH, c'est un angle droit, c'est-à-dire angle est égal à pi sur 2, ou bien égal à 90 degrés, donc c'est ça. Et encore, on doit montrer que la distance OH est égale à la distance OP, donc pour montrer que le même triangle est isocèle en O. Très bien, alors pour montrer ça, on doit commencer de ce qu'on a trouvé dans la question petit a. H est égal à IP. H est égal à IP, c'est-à-dire que H sur P est égal à IP sur P, ou encore c'est H moins 0 sur P moins 0, donc c'est très bien pour... on va essayer d'intégrer la fixe du point O. Donc on trouve que H moins 0 sur P moins 0 est égal à IP sur P. Ce qui veut dire, en titre de module encore, puisque le H et le P et le O sont tous des affixes du nombre complexe, donc ce qui veut dire que le module de ce rapport H moins O moins 0 sur P moins 0 est égal au module de I. Et bien sûr, on sait que le module de I, c'est égal à 1. Donc c'est très bien. Donc on écrit H moins 0 sur P moins 0 en titre de module est égal au module de I, qui est égal à 1. Ça d'une part. D'autre part, l'angle entre OP et OH, encore en titre d'argument, c'est-à-dire en vocabulaire du complexe, est égal à ça veut dire c'est l'argument de H moins 0, c'est-à-dire la fixe de O, sur P moins 0. Donc c'est l'argument de ce rapport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'argument du complexe I, puisqu'on a déjà trouvé que dans la première étape que ce rapport est égal à I. Donc OPOH est égal à l'argument du complexe I, modulo de pi bien sûr, et l'argument de I, bien sûr, vous le savez, est égal à pi sur 2. Si vous n'avez pas encore saisi comment, alors je vous invite encore une fois, et je vous rappelle que vous pouvez trouver ces détails dans l'une de nos vidéos antécédentes. Alors très bien, donc on vient de montrer que le rapport entre OH et OP est égal à 1, ça veut dire que OH est égal à OP, donc le triangle est isocèle en O. On a trouvé aussi que l'angle entre les deux vecteurs OP et OH est égal à pi sur 2, donc ça veut dire que le triangle est rectangle en O. Donc c'est ce qu'on nous a demandé dans la question, et vous voyez que c'est très bien, donc c'est un exercice aussi à la portée, et je vous souhaite l'exercice de ce genre dans des prochains examens, comme ça vous aurez déjà une expérience de traiter des exemples semblables. Alors très bien, on va passer maintenant à l'exercice numéro 3 sur les probabilités. L'exercice numéro 3, il porte sur les probabilités. Alors dans cet exercice, comme je répète toujours, les probabilités, on doit tenir compte de tout le vocabulaire, de tous les mots, de tout ce qu'on trouve dans l'énoncé, donc on est obligé de lire tout l'énoncé en une seule fois. Alors, on nous donne une urne qui contient 10 boules. 3 boules vertes, 6 boules rouges et une boule noire.
on nous dit que les boules sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire qu'elles ont toutes la même chance d'être tirées. On ne peut pas différencier une boule d'une autre malgré qu'elles sont de différentes couleurs, mais au toucher, elles sont tout à fait semblables. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. Alors encore un mot-clé ici, c'est le mot simultanément, ça veut dire que le tirage se fait en une seule fois, et ça veut dire encore en interprétation qu'on va utiliser les combinaisons au lieu d'autre chose puisque l'ordre ne serait plus important. On considère les événements suivants, l'événement A, l'événement B, l'événement C. Alors l'événement A, on nous dit que c'est d'obtenir 3 boules vertes. L'événement B, c'est d'obtenir 3 boules de même couleur. Et l'événement C, obtenir au moins 2 boules de même couleur. Alors en première question, on nous dit de montrer que la probabilité de l'événement A est égale à 1 sur 120. La probabilité de l'événement B est égale à 7 sur 40. Et en deuxième question, on nous dit de calculer la probabilité de l'événement C. Alors, avant de passer à la correction, toujours quand vous voyez des questions du genre de montrer que, bien vérifier que, et on vous donne ce que vous allez trouver ou bien ce que vous allez vérifier, ce sont toujours des questions qui vous rend très fier d'entamer directement l'exercice, parce que si jamais vous ne trouvez pas ce qu'on vous dit, donc vous êtes sûr déjà que vous êtes fautif. C'est très différent que lorsque, par exemple, on vous dit de trouver quelque chose dont vous ne serez jamais sûr si c'est vrai ou non. Donc il faut des exercices comme ça, ce sont des exercices qui sont très faciles, très intéressants, donc on peut commencer par un exercice pareil pour gagner déjà les 3 points. Alors on passe à la correction. Alors la question numéro 1, on va essayer de montrer que la probabilité de l'événement A est égale à 120. Donc l'événement A, on nous a dit que c'est d'obtenir 3 boules vertes. Alors la probabilité, comme définition, on va encore le répéter, c'est le nombre de cas favorables à un événement sur le nombre de cas possibles. Alors le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble de tous les cas possibles. Voilà, donc c'est quoi? C'est la combinaison de 3 parmi 10. Bien, j'ai dit parce que, puisque le tirage est simultané, donc l'ordre n'a pas d'importance, donc on doit travailler avec les combinaisons. Donc le nombre de cas possibles, c'est déjà la combinaison de le nombre de boules qu'on tire, c'est-à-dire dans notre cas c'est 3, parmi le nombre de boules, du nombre total de boules existant dans l'urne. Alors le nombre total de boules, c'est 10. Donc déjà, au dénominateur, on doit trouver la combinaison de 3 parmi 10. Au numérateur, maintenant, le nombre de cas favorables à A, c'est la combinaison de 3 boules vertes qu'on veut tirer sur le nombre total de boules vertes existantes dans l'urne. Voilà. On ne peut pas, par exemple, tirer une boule verte parmi les boules rouges ou bien parmi les boules noires. C'est toujours entre les boules vertes qu'on peut tirer les boules vertes. Donc on a combien de boules vertes dans l'urne? On a au total 3. Donc le nombre de cas favorables à l'événement A, c'est tout simplement la combinaison de 3 boules qu'on veut tirer parmi, je veux dire, de 3 parmi le nombre total de boules vertes, c'est 3. Donc la probabilité de l'événement A, c'est la combinaison de 3 parmi 3 sur la combinaison de 3 parmi 10. Alors j'ai essayé encore de faire un petit détail de calcul. Donc la combinaison de 3 parmi 3, c'est 3 factoriel sur 3 moins 3 factoriel fois 3 factoriel. Au dénominateur, c'est 10 factoriel sur 10 moins 3 factoriel fois 3 factoriel. Donc le 3 factoriel sur 3 factoriel, c'est le 3 factoriel du haut, c'est 1 fois 2 fois 3. Le 3 moins 3 factoriel, c'est 0 factoriel. Avec l'autre 3 factoriel, donc c'est 1 fois 2 fois 3. Donc devant vous, vous trouvez tous les détails nécessaires. On trouve que au numérateur, on a 1, parce que le 1 fois 2 fois 3 se simplifie avec l'autre, donc il nous reste 1 sur 0 factoriel qui est égal à 1, donc c'est 1. Et au dénominateur, on trouve que c'est 8 fois 9, c'est 72, fois 10, c'est 720, divisé par 6,
est bien égale à 120. Donc la probabilité de l'événement A est bien égale à 1 sur 120. La probabilité de l'événement B. L'événement B, on nous dit, c'est de tirer 3 boules de même couleur. Alors là, dans les cas favorables à cet événement, on a deux chances parce que on peut tirer 3 boules vertes comme on peut tirer aussi 3 boules rouges parce que on a aussi 6 boules rouges, donc on peut en tirer 3 qui ont la même couleur. Donc on a maintenant deux chances. Et devant vous, donc pour que l'événement B soit réalisé, il faut que on tire 3 boules vertes parmi les 3 boules vertes existantes ou on tire 3 boules rouges parmi les 6 boules rouges existantes. Donc, et le OU, comme je dis toujours, il se transforme en termes de calcul en plus. Donc la probabilité de l'événement B, c'est la combinaison de 3 parmi 6, c'est-à-dire le nombre de boules qu'on veut tirer sur le nombre de boules total. Et le 3 parmi 6, c'est-à-dire quand on parle des boules rouges, parce qu'on a 6 boules rouges. Plus bien sûr le C de 3 parmi 3, qui est la probabilité, donc qui est la chance de tirer 3 boules vertes parmi 3 boules vertes. Donc le P de B est égal C de 3 parmi 6 plus C de 3 parmi 3 sur le C de 3 parmi 9, c'est toujours le même cardinal de cas possible, puisqu'on va encore tirer 3 boules parmi 10. Donc c'est toujours la même chose. C'est le C3 parmi 10, c'est toujours 120. Donc il suffit de calculer ce qu'on a au numérateur. Alors encore le C de 3 parmi 6, les calculs devant vous, c'est 6 factoriel, sur 6 moins 3 factoriel, fois 3 factoriel, et l'autre c'est 3 sur 3, c'est ce qu'on a déjà trouvé dans P de A, c'est égal à 1. Donc on trouve que c'est 20 plus 1 qui est égal à 21 sur 120. Et comme les deux membres de la fraction sont les deux divisibles par 3, donc on simplifie pour trouver 7 sur 40. Et c'est ce qu'on a demandé de trouver. La deuxième question et la dernière dans l'exercice des probabilités, on nous dit de calculer la probabilité de l'événement C. Alors l'événement C, c'est quoi? C'est obtenir au moins 2 boules de même couleur. Donc on va essayer de faire cette question, de répondre à cette question de deux façons différentes. On va essayer par la méthode la plus classique, donc c'est-à-dire on va expliquer ce que ça veut dire obtenir 2 boules de même couleur. Donc on a les chances, on a beaucoup de chances, à savoir, on peut tirer 3 boules vertes parmi les 3 boules vertes, c'est-à-dire ce qu'on a fait déjà pour l'événement B. Alors, parmi ces 3 boules vertes, alors 2 au moins sont de même couleur. Donc l'événement C est réalisé. On peut aussi de même tirer 3 boules rouges parmi les 6 boules rouges existantes. Et entre les 3 boules rouges, il y a déjà 2 au moins qui sont de même couleur. Donc déjà, dans la probabilité de l'événement C, c'est-à-dire pour que l'événement C soit réalisé, il y a déjà, quand B est réalisé, c'est déjà une partie de C qui est réalisée. Donc on a déjà la probabilité de B. Plus, il y a encore d'autres chances. Si on tire 2 boules vertes parmi les 3, c'est-à-dire une autre boule parmi les 7 qui restent. Donc dans l'urne, on a 10 boules. Donc si on tire 2 boules vertes parmi les 3 qui existent, donc il nous reste 7 boules qui ne sont pas vertes, on doit en tirer une. C'est-à-dire que la chance de tirer 2 boules vertes parmi les 3 est une parmi les 7 autres. Ou bien c'est la même chose aussi pour les 2 boules rouges parmi les 6. Et de tirer une parmi les 3 boules vertes qui restent et l'autre noire qui reste aussi. Donc parmi les 4 restants du 10. Donc ça veut dire en termes de calcul que la probabilité de l'événement C est égale C de 3 parmi 3 plus C de 3 parmi 6, c'est-à-dire la probabilité de l'événement B. Parce que l'événement B réalise aussi l'événement C. Plus, on passe maintenant aux deux chances, aux deux dernières chances. C'est la combinaison de
2 parmi 3 fois 1 parmi 7. C'est-à-dire on tire 2 boules vertes parmi les 3 fois 1 parmi 7. Plus c'est de 2 parmi 6, c'est-à-dire 2 boules rouges parmi 6 fois une autre boule parmi les 4 qui restent. Ça veut dire le C3 parmi 3 c'est 1, C3 parmi 6 on a déjà trouvé dans P de B c'est 20, et le C de 2 parmi 3 c'est égal à 3, le 1 parmi 7 c'est 7, donc on trouve C3 fois 7, de même le C2 parmi 6 est égal à 15, fois si le 1 parmi 15 est égal à 4, donc on trouve en total 102 sur 120. Ce qui veut dire que quand on simplifie par 6, qui est égal à 7 sur, 17 sur 20. Donc la probabilité de l'événement C est égale à 17 sur 20. Alors pour l'autre méthode, qui est peut-être meilleure que celle qu'on vient de faire maintenant, alors c'est la méthode de l'événement contraire. On va travailler avec l'événement contraire de l'événement C. Qui dit quoi? Donc C bar, c'est quoi? C'est de tirer, c'est plutôt quand les 3 boules tirées sont de couleurs différentes, et je pense que c'est facile de passer par ce chemin inverse, et parfois même dans des exercices, c'est toujours meilleur que de passer par la méthode directe. Donc le cardinal de C bar, ou bien le nombre de cas favorables pour l'événement contraire de C, c'est-à-dire C bar, c'est quoi? C'est de tirer une boule verte, une boule rouge et une boule noire. Ça veut dire quoi en titre de calcul? Le cardinal de C bar est égal tout simplement à C de 1 parmi 3, c'est-à-dire une boule verte parmi 3 boules vertes, fois la combinaison de 1 parmi 6, c'est-à-dire une boule rouge parmi les 6 boules rouges, et multiplié par la combinaison de 1 parmi 1, c'est-à-dire tirer une boule noire parmi la boule noire qui existe, c'est-à-dire une parmi une. Ça veut dire qu'il est égal à 3 fois 6 fois 1, donc c'est facile, il est égal à 18. Et puisqu'on sait que la probabilité de C, c'est 1 moins la probabilité de son événement contraire, c'est-à-dire P de C est égal à 1 moins P de C bar, tout simplement, il suffit d'écrire que P de C est égal à 1 moins la probabilité de C bar qui est égale à 18 sur 120, bien sûr c'est 18 sur le nombre de cas favorables qui est toujours 120, donc P de C est égal à 1 moins 18 sur 120, qui est égal, quand on met au même dénominateur, c'est 120 moins 18 sur 120, est égal à 102 sur 120, qui est égal à 17 sur 20, qu'on a déjà trouvé, et vous allez remarquer que cette méthode, elle est très facile que l'autre. Alors, c'est très bien, on va essayer de passer à la dernière partie de l'analyse, et à tout de suite. Avec la dernière partie sur l'analyse ou bien sur les fonctions numériques, alors on va commencer par la lecture des premières données, mais on ne va pas lire tout l'énoncé bien sûr, mais on va faire au fur et à mesure de résoudre les questions. Donc on nous donne une fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à x plus 1 demi moins log de x plus 1 demi log de x au carré. C'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé O et J d'unité 1 cm. Alors souvenez-vous de ce 1 cm, ça doit être très important dans la partie des intégrales. Il faut toujours faire attention quand on vous donne l'unité comme ça. Alors en première question, on nous dit de calculer la limite de f de x en 0 plus, puis interpréter le résultat géométriquement. Alors on passe directement à la solution. Alors f de x est égal à x plus 1 demi moins log de x plus 1 demi log de x au carré. Alors on va essayer de simplifier un peu la tâche. Donc on factorise par le 1 demi. Donc ça nous donne x plus 1 demi facteur de 1 moins 2 log de x, pour que le 2 avec le 1 demi va nous donner 1, plus log de x au carré, puisqu'on a déjà le 1 demi devant log de x au carré. Donc c'est égal à x plus 1 demi. Et ce qui est à l'intérieur de la parenthèse maintenant, c'est tout simplement les densités remarquables, 1 moins log de x, le tout au carré. Donc notre fonction devient x plus 1 demi
facteur de 1 moins log de x le t au carré. Maintenant, pour ce qui est des limites, donc quand x tend vers 0, donc le x, ça devient nul. Il nous reste le 1 demi fois la limite de 1 moins log de x le t au carré. Alors, le logarithme de x, quand x tend vers 0, plus bien sûr, puisqu'il n'est pas défini en 0 directement, donc ça nous donne, c'est moins l'infini. Donc le de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Et avec le moins, ça devient plus l'infini. Et encore au carré, ça devient plus l'infini. Donc notre limite de f de x en 0 plus est égale à plus l'infini. Donc vous voyez que en ce qui concerne les limites pour les fonctions logarithmiques exponentielles, il suffit tout simplement de connaître les limites de base, c'est-à-dire les limites usuelles, les limites en 0, en plus l'infini, pour l'exponentielle aussi en moins l'infini et en plus l'infini. Donc ça c'est tout simplement les données de base à connaître. Puis encore, il faut avoir connaissance aussi des limites usuelles qu'on vous donne, le logarithme de limite de log de x sur x, de x log de x, etc. Donc les 7 ou bien les 5 limites usuelles, il faut en avoir connaissance. Si on arrive à pouvoir les montrer, les prouver, c'est très intéressant. Sinon, il suffit de vous en rappeler. Très bien, maintenant on passe à l'interprétation géométrique. Alors, quand on trouve la limite d'une fonction en un réel, c'est-à-dire f de x en x tend vers un réel est égal à plus ou moins l'infini, alors ça veut dire que la courbe de cette fonction admet la droite d'équation x est égale à ce réel comme asymptote verticale. C'est ce qu'on va dire dans notre cas, donc C de f admet une asymptote verticale d'équation x est égale à 0, ou encore x est égal à 0, c'est quoi? C'est l'axe des y, ou bien l'axe des ordonnées, comme asymptote verticale. Alors, ça c'est pour la question numéro 1. La question numéro 2, on nous dit de vérifier que pour tout x, c'est-à-dire appartenant au domaine de définition de la fonction, f de x est égal à x plus 1 demi plus le 1 demi log de x moins 1 log de x. Donc ce sont des petits calculs à faire. On va essayer de faire ça. F de x est égal à x plus 1 demi moins log de x plus 1 demi log de x au carré. Il suffit de faire, par exemple, le log de x au carré, c'est égal à log de x fois log de x, comme vous voyez devant vous. Donc, notre fonction est égale à x plus 1 demi log de x fois log de x, moins log de x. Et il suffit tout simplement de factoriser par le log de x pour obtenir ce qu'on nous a donné pour vérifier, c'est-à-dire que f de x finalement est égal à x plus 1 demi plus 1 demi log de x moins 1 facteur de log de x. Donc, c'est une question facile, il ne faut pas rater ces points. On déduire que la limite en petit b, on nous dit d'en déduire que la limite de f de x est égale à plus l'infini en plus l'infini. Donc là, notre fonction, on vient de montrer qu'on peut l'écrire autrement, c'est-à-dire que donc, la limite de f de x en plus l'infini, ça devient la limite de ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire de x plus 1 demi plus le 1 demi log de x moins 1 fois log de x. Donc pour ce qui est des limites, c'est la somme des limites, donc on peut décomposer en parties. Donc la limite de x plus 1 demi en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 1 demi log de x moins 1, c'est plus l'infini, donc puisqu'x tend vers plus l'infini. Et le log de x encore tend vers plus l'infini en plus l'infini, donc le facteur 1 demi log de x moins 1, facteur de log de x en plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc on déduit que limite de f de x en plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc ça c'est une question qui est presque évidente. En petit c, on nous dit de montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, log de x, le taux carré sur x est égal à 4 fois log de racine de x sur racine de x, le taux carré. Très bien. Alors, quand on a affaire à une égalité, donc c'est commutatif, soit on commence par le premier membre, soit le deuxième membre de l'égalité. Dans notre cas, c'est facile de commencer par le deuxième. Donc on a le 4 fois la racine de x sur x, le taux carré, c'est égal à, on remplace le racine de x par x à la puissance 1 demi, donc c'est la définition, vous devez savoir ça, donc la racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Donc, c'est tout simplement ce petit passage qu'on va faire.
Et on a encore le logarithme de x à la puissance n, quel que soit n appartenant à R, il est égal à ce n fois le logarithme de x. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc log de x à la puissance 1 demi, ça devient 1 demi fois log de x. Et le dénominateur, on ne touche pas, donc c'est x à la puissance 1 demi. Et le tout, il est bien au carré. Alors le 1 demi au carré, donc on le fait sortir de la parenthèse, ça devient 4 fois 1 quart, et le log de x au carré sur x à la puissance 1 demi, le tout au carré, c'est égal à 1. Donc c'est x à la puissance 1 demi fois 2, donc c'est égal à 1. Ou autrement, c'est la racine carrée de x au carré, c'est qui devient x. Donc on trouve que c'est bien évidemment égal à log de x au carré sur x. Très bien. Essayez d'aller lentement, de copier chez vous ça, en même temps d'écouter ce qu'on nous dit sur le vocal, et je souhaite très bien que ça vous serait facile de comprendre ces passages qu'on a fait. On déduit maintenant que la limite de ce qu'on a trouvé de log de x au carré sur x en plus infini est égal à 0. Alors même puisqu'on nous dit en déduire, donc automatiquement on doit pouvoir nous servir de ce qu'on vient de montrer maintenant. Et c'est ce qu'on va faire. Alors on fait un petit changement de variable, on pose la racine de x est égale à t, donc 4 fois log de racine de x sur racine de x au carré, ça devient 4 fois log de t sur t le tout au carré. Très bien. Quand x tend vers plus l'infini, la racine de x aussi va tendre vers plus l'infini. Et donc, c'est ce que ça veut dire que t tend vers plus l'infini. Donc, quand on veut calculer la limite de log de x au carré sur x, c'est comme si on calcule le logarithme de t tend vers plus l'infini de log de t sur t au carré, qui est égal à 0, d'après, bien sûr, ce que je vous ai dit à propos des limites usuelles que vous devez connaître. Donc, la limite de log de x sur x quand x tend vers plus l'infini, vous devez savoir que est égal à 0. Donc c'est très bien, vous voyez que on a montré que la limite de log de t, je veux dire de log de x au carré sur x, est égal à 0, en passant par ce petit changement de variable. La question D. On nous dit de montrer que la courbe C de f admet une range parabolique de direction la droite delta d'équation y est égal à x au voisinage de plus l'infini. Alors cette question, il doit passer par deux étapes. La première étape, c'est de montrer que la limite de f de x sur x est égale à 1. Le 1, pourquoi? Parce que, d'après l'équation, y est égal à 1 fois x. Donc c'est le coefficient directeur de la droite. Donc on doit trouver que la limite de f de x sur x, elle doit être égale à 1. C'est ce qu'on va montrer maintenant. Et en seconde étape, on va montrer que la limite de f de x moins 1 fois x, c'est-à-dire la limite de f de x moins x, elle doit être infinie, et c'est ce qu'on va voir après la première étape. Donc la limite de f de x sur x en plus l'infini, il suffit de remplacer la fonction par sa définition de départ. Donc c'est x plus 1 demi moins log de x, plus 1 demi facteur de log de x tout au carré sur x. Il suffit maintenant de simplifier par le x un peu partout, donc le x sur x est égal à 1, le 1 demi sur x, ça devient 1 sur 2x, le log de x sur x, il est comme ça, et plus le 1 demi fois log de x au carré sur x. Très bien. Maintenant, on va nous servir de ce qu'on a trouvé dans les questions précédentes et des limites usuelles dont je vous ai parlé. Donc, la limite de 1 plus 1 sur 2x, elle est égale à 1. Pourquoi? Parce que 1 sur 2x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. La limite de log de x sur x en plus l'infini, elle est égale à 0. C'est l'une des limites usuelles dont je vous ai parlé. Et la limite de log de x au carré sur x, on vient de montrer dans la question C qu'elle est égale à 0. Donc la limite globale de f de x sur x, elle est bien égale à 1. Donc on vient de vérifier la première étape nécessaire pour notre question. Maintenant, on va calculer la limite de f de x moins x en plus l'infini.
Alors dans cette étape, on va remplacer la fonction f de x par l'une des valeurs qu'on a trouvées dans la question 2, en petit a, c'est-à-dire par le x plus 1 demi, plus le 1 demi log de x moins 1 facteur de log de x. C'est ce qu'on va faire, donc ça nous donne, f de x moins x, ça nous donne x plus 1 demi, plus 1 demi log de x moins 1 facteur de log de x moins x. Alors le x va se simplifier avec le moins x, il nous reste 1 demi plus 1 demi log de x moins 1 facteur de log de x. En plus infini, le logarithme tend vers plus infini, donc le logarithme moins 1, ça tend vers plus infini aussi, donc cette limite tend bien vers plus l'infini. Par suite, on peut en déduire que la courbe C de f admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y est égal à x au voisinage de plus l'infini. On passe à la question numéro 3. En petit a, on nous dit de montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, x moins 1 plus log de x est inférieur ou égal à 0, et que pour tout x de 1 de l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 plus log de x est supérieur ou égal à 0. Alors dans ce genre de questions, il suffit tout simplement de pouvoir se rappeler en l'instant des propriétés, des définitions qu'on connaît sur les fonctions logarithmiques et pouvoir les utiliser donc avec l'optimum de concentration. Donc vous allez voir que c'est simple. X appartenant à l'intervalle 0, 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 inférieur strictement à x inférieur ou égal à 1. Pourquoi strictement en 0? Parce que l'intervalle est ouvert en 0, et bien sûr parce que le logarithme n'y est pas défini. C'est-à-dire n'est pas défini en 0. Ce qui implique quoi? Ça implique que moins 1, donc on ajoute moins 1 partout, donc 0 moins 1 c'est moins 1, x moins 1 au milieu de l'inéquation est inférieur ou égal à 1 moins 1 est égal à 0. Voilà, donc on obtient moins 1 inférieur, strictement x moins 1, inférieur ou égal à 0. En plus, on sait que la fonction logarithmique, c'est une fonction qui est croissante. Et puisque le x est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que log de x, il doit être inférieur à log de 1, et le log de 1, on sait qu'il est égal à 0. Donc on peut écrire aussi le logarithme de x est inférieur ou égal à 0. Par suite, il suffit d'additionner les membres des deux inéquations. Donc on écrit le x moins 1 plus log de x est inférieur à 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Donc on vient de montrer tout simplement ce qu'on nous a dit de faire. La même chose pour le x quand il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal parce que l'intervalle maintenant il est fermé en 1, donc le 1 appartient à l'intervalle. Ce qui veut dire encore que le x moins 1 est supérieur ou égal à 0, donc on retranche le 1 un peu dans les deux membres de l'équation. Et encore, puisque la fonction logarithmique croissante, donc, c'est le logarithme de x, il doit être supérieur ou égal à logarithme de 1 qui est égal à 0. Il suffit encore de combiner les deux inéquations pour avoir le x moins 1 plus log de x est supérieur ou égal à 0 plus 0 qui est égal à 0. Donc vous voyez que c'est tout à fait simple à faire. En petit b, on nous dit de montrer que pour tout x de 0 plus l'infini, c'est-à-dire du domaine de définition de la fonction, f' est égal x moins 1 plus log de x sur x. Alors encore, ce genre de questions, c'est facile par rapport aux autres questions dont, quand on vous demande de calculer tout simplement d'une façon ferme, donc on ne serait pas sûr si bien on a raison ou non, bien sûr on a trouvé la vraie valeur ou non. Donc maintenant, si on ne trouve pas ce qu'on nous a donné, donc il faut réviser ce qu'on a fait. Donc le f' de x est égal tout simplement, il suffit de remplacer la fonction par sa valeur de départ, donc c'est le x plus 1 demi moins log de x plus 1 demi log de x jeté au carré. Alors la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 demi c'est 0, la dérivée de moins log de x c'est 1 sur i, c'est moins 1 sur x, bien sûr avec le moins qui était déjà là, et la dérivée de 1 demi log de x jeté au carré, alors c'est le 1 demi, donc c'est le scalaire qu'on ne touche pas, c'est égal à 2,
Donc la dérivée de log de x au carré c'est 2 fois log de x prime fois log de x, c'est-à-dire la dérivée d'une fonction f à la puissance n, c'est n fois la dérivée de f fois f à la puissance n moins 1. Donc on obtient, donc c'est 1 moins 1 sur x. La dérivée de log de x, c'est 1 sur x. Et le 2 avec le 1 demi, ça se simplifie. Et il nous reste 1 sur x moins log de x. Ce qui veut dire, en mettant le tout au même dénominateur, donc on multiplie le 1 par x aussi, donc ça nous donne x moins 1 plus log de x, le tout sur x. Et c'est ce qu'on nous a demandé de trouver. Et c'est effectivement notre dérivée f'. En petit c, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de voir notre vidéo sur l'étude des fonctions, sur le bilan, ou bien le plan de l'étude d'une fonction. Alors, on a dit que pour dresser le tableau de variation d'une fonction, on a besoin de deux choses, au moins, de calculer la dérivée et de calculer les limites aux bornes et aux points particuliers d'une fonction, et c'est ce qu'on a déjà fait dans les questions précédentes. Alors je vous invite de voir cette vidéo si vous avez encore des problèmes dessus. Donc maintenant, pour notre fonction f', on vient de montrer que f' est égal à x moins 1 plus log de x sur x. Et on a montré aussi que dans la question petit a, donc il ne faut pas oublier, et il ne faut jamais croire qu'on donne des questions comme ça pour rien. On avait montré que x moins 1 plus log de x, il est supérieur à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini, mais c'est ce qu'on va mentionner dans le tableau de variation. Donc à partir de 1 plus l'infini, la fonction f', elle est positive parce que le numérateur de notre fonction dérivée, c'est-à-dire de f', c'est x moins 1 plus log de x, qu'on a montré dans la question petit a qu'il est supérieur ou égal à 0 en 1 plus l'infini, et qu'il est inférieur à 0 dans l'intervalle 0, 1. Donc, c'est ce qui nous donne le signe de la fonction dérivée f' de x. Il est négatif entre 0 et 1 et positif en 1 plus l'infini. Et les limites, on a calculé la limite en 0. 0 plus, ça a été plus l'infini pour f. Et en plus l'infini, ça a été aussi plus l'infini. Il nous reste maintenant le point particulier, c'est-à-dire 1. Quand x est égal à 1, alors on trouve que f de 1 est égal à 3 demi. Donc vous pouvez le remarquer parce que le logarithme de x moins log de x c'est 0 et le log de x aussi au carré c'est 0. Donc il nous reste 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc voilà le tableau de variation de notre fonction. Et la petite remarque tout simplement à faire, parce que des petites questions qui précèdent toujours ça, il faut toujours en tenir compte. Parce que si on fait pas, si on remarque pas que en petit a, le x moins 1 plus log de x, c'est le numérateur de la fonction f', on ne va pas arriver à dresser ce tableau de variation. Donc il ne faut jamais négliger les petites questions, ça serait très important pour répondre aux grandes questions. Quatrièmement, en petit a, montrer que f seconde de x est égal à 2 moins log de x sur x carré pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Donc la dérivée seconde, par définition, c'est la dérivée de la première dérivée, c'est-à-dire c'est f', le tout prime, donc c'est ce qu'on va voir. Alors, le f', on a trouvé que c'est x moins 1 plus log de x sur x, donc f seconde est égal à ceci encore dérivé. Alors ça c'est la dérivée du rapport de deux fonctions, c'est-à-dire une fonction au numérateur et une autre au dénominateur. Donc ça nous donne, c'est la dérivée de ce qui est en haut fois ce qui est en bas, c'est-à-dire fois x. Et la dérivée de ce qui est en haut, c'est la dérivée de x moins 1 plus log de x. Le 1 va s'en aller. La dérivée de 1 de x, ça devient 1, donc c'est x plus 1 sur x fois x. Fois x du dénominateur, moins la dérivée de x qui était au dénominateur, c'est-à-dire 1 fois ce qui était au numérateur, donc c'est moins x moins 1 plus logarithme de x fois 1, le tout sur x carré bien sûr. Donc la dérivée de f sur g est égale à f' g moins g' f sur
g au carré. Donc ça, c'est ce qu'on a utilisé. Donc il suffit de faire des petits calculs, donc simplifier ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, etc. Donc ça nous donne le 1 fois x, ça donne x. Le x fois 1 sur x, ça donne 1. Le moins, donc on ouvre la parenthèse, ça nous donne moins x, plus 1, moins log de x, le 2 sur x carré. Et le x avec le moins x s'en va. Le 1 plus 1, ça donne 2, moins log de x sur x carré. Et c'est ce qu'on nous a demandé de trouver. Donc ça, vous voyez que c'est facile, ce sont tout simplement des petits calculs à faire. La question B de la question 4, on nous dit d'en déduire que la courbe C admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Ça veut dire que on doit chercher le point d'inflexion et chercher ses coordonnées. Alors le point d'inflexion, c'est tout simplement le point où la dérivée seconde s'annule. Donc pour trouver le point d'inflexion, il suffit de résoudre l'équation f seconde est égal à 0. f seconde de x est égal à 0. Alors f seconde de x est égal à 0, ça veut dire, ce qu'on a trouvé maintenant dans la question 1, c'est 2 moins log de x sur x carré est égal à 0. Ça veut dire encore que le numérateur est nul. C'est-à-dire que 2 moins log de x est égal à 0. Et c'est bien sûr l'équation, avant de résoudre n'importe quelle équation, il faut toujours voir s'il est déjà défini au possible ou non. Et dans notre cas, c'est possible, puisque le x carré ne peut pas s'annuler, car le x est supérieur strictement à 0. Ça, c'est une question, c'est une parenthèse très importante. Lorsque vous avez à résoudre les équations, il faut toujours tenir compte de l'ensemble où vous travaillez. C'est très important. Il faut toujours en tenir compte et faire attention. Résoudre une équation dans n, c'est pas résoudre une équation dans R. Ce qui est possible dans un ensemble peut ne pas l'être dans un autre. Par exemple, si vous prenez x plus 1 est égal à 0 dans Z, donc il admet une solution, c'est x est égal à moins 1. Par contre, si vous voulez résoudre cette équation dans n, c'est impossible parce que le moins 1 n'appartenant pas à n. Donc il faut toujours voir déjà la définition de l'équation. Alors ça, on ferme la parenthèse. Donc on revient à notre dérivée seconde. Le 2 moins log de x est égal à 0, ça veut dire que le log de x est égal à 2. Ça veut dire on va maintenant introduire l'exponentielle, ça veut dire que exponentielle de log de x est égal à exponentielle de 2. Ou encore, le x est égal à exponentielle de 2, ou bien c'est e au carré. Très bien, donc là encore, je reviens à la question de confusion sur la définition de l'exponentielle. E, l'exponentielle de 2, e de 2, ça veut dire tout simplement c'est e au carré. C'est le réel e au carré. Donc, il faut faire attention. L'exponentielle, c'est tout simplement un petit réel de valeur 2,700 quelque chose. Donc maintenant qu'on a trouvé le x était à la e au carré, on va chercher donc son image, c'est-à-dire f de ce e, pour déterminer l'ordonnée de ce point. Donc le f de e au carré, il suffit de remplacer les x dans la définition de f par le e au carré, ça nous donne e au carré plus 1 demi moins log de e au carré plus 1 demi log de e au carré, le tout à la puissance 2. Alors le e au carré il est encore là, le plus 1 demi il est encore là, log de e à la puissance 2 c'est tout simplement c2 log de e à la puissance 1 qui est égal à 1 bien sûr, donc log de e au carré est égal à 2. Encore le log de e au carré ça va nous donner c2 au carré, c'est-à-dire c4 avec le 1 demi, il ne reste que 2. Donc notre f de e au carré est égal à 2 e au carré plus 1 sur 2. Par suite, on écrit que la courbe de la fonction f admet un point d'inflexion de coordonnées e au carré, 2e au carré plus 1 sur 2. Donc ça, c'est notre réponse à la question B de la question numéro 4. La question numéro 5 montrait que pour tout x de 0 plus l'infini, f de x moins x est égal 1 demi x fois log de x moins 1 le tout au carré. Et déduire la position relative de c et delta, c'est-à-dire la droite d'équation y est égal à x. Alors très bien, comme vous pouvez remarquer dans la première question petit a, on avait commencé par
la formule de f qu'on a transformée en identité remarquable. X plus 1 demi facteur de 1 moins log de x au carré. Donc vous pouvez revenir là-bas, ou bien on va essayer de répéter ce qu'on a fait maintenant. Donc f de x moins x est égal, la formule de f de départ, c'est x plus 1 demi moins log de x plus 1 demi log de x au carré. Et maintenant avec le moins x, on va se débarrasser de x au départ. Il nous reste 1 demi moins log de x plus 1 demi log de x le tout au carré. Il suffit de factoriser par le 1 demi pour qu'on tombe sur 1 demi facteur de log de x moins 1 le tout au carré, donc l'identité remarquable. Donc on vient de montrer ce qu'on nous a dit. L'important maintenant, c'est comment utiliser ce résultat pour déduire le positionnement des deux courbes, c'est-à-dire la courbe C de f et la droite delta. Le 1 demi facteur de log de x moins 1 le tout au carré, c'est un nombre toujours positif, quel que soit x, puisqu'on a affaire à un carré, et avec le 1 demi, donc c'est toujours positif. Ce qui veut dire géométriquement que la courbe C de f est toujours au-dessus de la droite delta, dont l'intervalle 0 plus l'infini, seulement qu'il y a un point particulier sur le E, où ce résultat s'annule. Par suite, on conclut que la courbe coupe la droite delta au point d'abscisse E. Donc, en conclusion, on peut dire que la courbe C de f est au-dessus de la droite delta sur chacun des intervalles 0E non inclus et E non inclus plus infini, pour bien sûr particulariser le point E et dire que la courbe coupe la droite delta au point d'abscisse E. Voilà comment on doit répondre à cette question. Alors pour ce qui est de la courbe, voilà, comme je vous conseille toujours, c'est préférable de la tracer à la main, donc c'est ce que je fais moi aussi. Donc devant vous, vous voyez la figure, vous voyez le positionnement de la courbe par rapport à delta, vous voyez le point d'inflexion et toutes les particularités dont on a parlé des questions précédentes. On passe maintenant à la question numéro 6. Question numéro 6. On nous dit de montrer que la fonction grand H de x, qui est égale à x log de x moins x, est une primitive de la fonction petit h de x, qui est égale à ln de x sur 0 plus l'infini. Alors pour ceci, il suffit de calculer la dérivée de grand H de x et voir est-ce qu'on va trouver le petit h de x. La dérivée de grand H de x, c'est tout simplement x log de x moins x le tout dérivé, c'est-à-dire c'est x log de x le tout dérivé, moins 1, c'est-à-dire la dérivée de x. Alors la dérivée de x log de x, c'est la dérivée de f fois g, donc c'est f' g plus g' f, donc c'est 1 qui est la dérivée de x fois log de x, plus le x fois la dérivée de log de x qui était à 1 sur x. Donc le x fois 1 sur x, puisque x est différent de 0, ça nous donne 1, le 1 moins 1 c'est 0, donc il nous reste log de x, et c'est bien ce qu'on cherchait. Donc le h', grand H' de x était à la petite h de x. Donc la fonction h est une primitive de la fonction petit h sur 0 plus l'infini. La question B du numéro 6, à l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale de ln de x au carré de dx entre 1 et e est égale à e moins 2. Vous allez voir encore qu'on va se servir des questions précédentes, puisque dans la question A, on a montré que h de x qui est égal à x ln de x moins x est une dérivée de ln de x, donc ça va déjà nous donner une impulsion de choisir que v' de x est égal à ln de x. Et puisqu'on a ln de x au carré, il nous reste encore un ln de x, donc on pose u de x est égal à ln de x, par suite u' est égal à 1 sur x, et v', comme on a dit, c'est ln de x, donc le v, c'est-à-dire c'est le grand H de la question A, c'est x ln de x moins x. Donc le problème dans l'intégration par partie, c'est toujours comment choisir ces fonctions, la fonction u et la fonction v'. Alors voilà, on commence les calculs. Donc l'intégrale de 1e ln de x au carré, vous voyez les calculs devant vous, c'est u de x, v' de x,
qui nous donne l'intégrale de u v' d de x, qui va nous donner c'est u fois v entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e de x ln de x moins x sur x dx. On simplifie par le x, donc il nous reste. Vous allez remarquer que ln de x, facteur de x ln de x moins x entre 1 et e est égal à 0. Il nous reste moins intégrale entre 1 et e de ln de x dx, plus intégrale de 1 dx entre 1 et e. Vous allez encore remarquer que le x ln de x moins x entre 1 et e, ça va nous donner 0. Il nous reste donc, je veux dire, x ln de x entre 1 et e, ça va nous donner moins 1. Ça va nous donner un moins 1, parce que le e ln de e moins e, c'est 0. Donc il nous reste le log de 1 moins 1, c'est 0 moins 1. Il nous reste moins 1. Et le x entre 1 et e, ça nous donne e moins 1. De toute façon, essayez de copier les calculs devant vous, donc je peux que je fasse une erreur dans le vocal ou quelque chose comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit devant vous. Donc on trouve que c'est égal vraiment à e moins 2, et ce qu'on nous a demandé de trouver. En dernière question, dans cette partie, on nous dit de calculer l'aire du domaine délimité par la courbe et la droite delta et les droites d'équation x est égal à e, x est égal à 1 et x est égal à e. Donc cette aire qu'on note A, c'est tout simplement l'intégrale entre 1 et e de f de x moins x d de x, et c'est en centimètres carrés. Voilà le pourquoi je vous ai parlé du centimètre carré qui était au départ. Et puisque CF est au-dessus de delta, donc on va travailler comme ça, sans ajouter le moins qu'on ajoute quand on va trouver dans des calculs intégrales, par exemple négatifs. Donc ça, ce sont des calculs. J'espère très bien que je n'ai pas commis de faute, donc essayez de suivre les calculs jusqu'au bout. On trouve que cette aire est égale à 2e moins 5 sur e 1 sur 2 cm². Donc j'espère très bien que je n'ai pas commis de faute, donc c'est très bien. Alors maintenant on passe à la dernière partie sur les suites numériques, malgré que c'est encore mélangé avec la fonction f, mais de toute façon on va essayer de nous débrouiller. La deuxième partie de l'analyse, ça concerne les suites numériques. Donc on nous donne la suite un définie par u0 est égal à 1, et un plus 1 est égal à f de un. En première question, on nous dit de montrer par récurrence que 1 est inférieur ou égal à un et inférieur à e, pour tout n appartenant à n. Donc toujours la démonstration par récurrence, on en a les deux étapes, l'étape d'initialisation. Donc pour le n est égal à 0, on a déjà le u0 est égal à 1, donc 1 est inférieur ou égal à 1, et le 1 est inférieur ou égal à e. Inférieur même strictement e. Pour le n est égal à 1, donc le 1 est égal à f de u0, c'est-à-dire c'est 1 plus 1 demi moins log de 1 plus 1 demi log de 1 au carré, qui est égal à 1 plus 1 demi, c'est 1,05, c'est 1,5 je veux dire, qui est inférieur à e et qui est supérieur à 1. Donc déjà notre inégalité, elle est vraie pour u0 et e1. Maintenant on passe à l'hérédité, on suppose que c'est vrai pour un et on va chercher est-ce que c'est bien vrai pour un plus 1 aussi. Alors on suppose que 1 est inférieur ou égal à un, inférieur à la e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un elle appartient à l'intervalle 1, e. Et puisque la fonction f elle est croissante sur 1e, donc f de 1, il doit être inférieur ou égal à f de un, qui doit être inférieur aussi à f de e. Le f de 1 est égal à combien? Est égal à 3 demi. Le f de e, c'est égal à e plus 1 demi moins ln de e plus 1 demi ln de e au carré. Ça veut dire qu'on remplace le x par e dans la définition de f, qui nous donne tout simplement que f de e est égal à e. Par suite, donc notre inégalité de départ f de 1 inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à f de e, ça devient 3 demi inférieur ou égal à un plus 1 qui est inférieur ou égal à e. Et puisque le 1 il est inférieur déjà à 3 demi, donc on déduit que 1 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à e. Finalement on peut écrire
que notre UN est bien encadré par 1 et E. C'est à dire que quel que soit n appartenant à n, 1 est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à E. La question B. Montrer que UN est croissante. Alors, une suite est dite croissante si tout simplement chaque terme est supérieur au terme qui le précède, c'est-à-dire UN plus 1 est toujours supérieur à UN. Alors maintenant, puisque n plus 1 est égal à f de n, donc on va essayer de nous servir des propriétés de f. Dans la question 5, on a montré, 5 c'est-à-dire de la première partie sur l'analyse, on a montré que la courbe C de f est au-dessus de la droite delta d'équation y est égal à x sur chacun des intervalles 0, e plus l'infini. Bon, ça a été pour l'intervalle 0 plus l'infini, donc, mais f de x, elle a été égale à x, c'est-à-dire à e, dans le point E. Bon, de toute façon, ce qui nous intéresse, nous, c'est que dans l'intervalle 1, puisqu'on travaille, puisque n est compris entre 1 et e, ce qui nous intéresse donc c'est cet intervalle, dans cet intervalle 1e qui est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est aussi supérieur ou égal à x, quel que soit x bien sûr, appartenant à cet intervalle. Et puisque notre un il appartient à cet intervalle, donc f de un est supérieur ou égal à un. Et puisque f de un il n'est autre que un plus 1 d'après la définition, ce qui veut dire que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est supérieur ou égal à un, et c'est bien la définition de la monotonie et qui veut dire que la suite est croissante. Conclusion, notre suite est bien croissante. En petit c, on déduire que n est convergente. Très bien. La convergence, c'est quoi? C'est-à-dire que la suite, en progressant, puisqu'elle est croissante, elle va tendre vers une limite bien déterminée. Et c'est ce qui est bien le cas, puisque notre fonction un, elle est croissante, et en même temps, elle est majorée par e. Donc, il va augmenter, il va progresser jusqu'à une certaine limite où il ne peut plus le faire parce qu'il est majoré par e. C'est ce qui veut dire que notre suite est bien convergente. Donc, il suffit d'indiquer les deux propriétés, que un est croissante, un est majoré par e, donc notre suite elle est convergente. Et on en déduit aussi de la deuxième question la limite de un, puisqu'il est majoré par e et un aussi il est croissante, ça veut dire que la limite de n quand n tend vers plus infini, il est égal tout simplement à e. Voilà, c'est comme ça, c'est notre dernière question sur cette partie et sur tout l'examen. Donc je souhaite très bien que ça va vous aider à bien avoir l'idée de comment résoudre un examen du baccalauréat, avoir confiance en soi et toujours s'assurer que les examens ne sont pas aussi difficiles qu'on le croit et qu'on nous le dise. Alors bon courage pour ceux qui restent et pour ceux qui vont venir, et à bientôt dans une autre occasion.